Bonjour, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale de la République française. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et c'est ce que vous racontez dans un livre qui s'appelle « À ma place » chez Buchet-Chastel. Quand même, c'est absolument incroyable. La petite fille de parents qui avaient rien pour évidemment se retrouver là, c'est Kalman et Rose. Et qui aujourd'hui voient leur descendance, comme ça, diriger la représentation nationale au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui vous touche. On va parler dans quelques instants des 80 ans du droit de vote des femmes. C'est quelque chose évidemment qui me touche parce que ça correspond à la promesse républicaine qui doit être tenue à l'égard de chaque enfant de la République. C'est cette capacité à avoir un parcours, cette capacité à s'élever, à étudier, à travailler et à pouvoir accéder à toutes les fonctions. Et c'est un des messages que je porte dans ce livre. Osez, engagez-vous et vous pourrez construire votre destin. Mais première femme présidente de l'Assemblée nationale, c'était quelque chose, lorsque, évidemment, vous le racontez aussi, lorsque vous avez gagné ce vote, vous avez eu les larmes aux yeux, c'était... Ah mais c'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement puissant, mais parce que vous vous rendez compte que c'est pas un vote que vous avez gagné vous personnellement, c'est un vote que vous gagnez pour toutes les femmes. Vous avez explosé un plafond de verre qui était là depuis des décennies sur un poste à responsabilité extrêmement symbolique. Donc oui, c'est extrêmement émouvant parce qu'on se dit qu'on fait partie de cette chaîne de femmes qui se sont battues, ces pionnières, cette première avocate, cette première médecin, cette première femme à être rentrée à l'Assemblée nationale. Ces femmes qui ont, comme ça, chacune, à leur place, fait franchir une étape sur le chemin de l'égalité. Et je suis tellement fière et heureuse et honorée de pouvoir être une de celles-là. Oui, mais en même temps, les attaques sexistes, vous dites les plus crasses, vous les avez subies. En politique, bien sûr, parce que, et c'est ça aussi que je raconte dans mon livre, ça n'est pas facile, ça n'est pas des fonctions auxquelles vous accédez en ayant parcouru un chemin pavé de roses. C'est un chemin qui est difficile parce que c'est un combat politique, et donc il faut le mener. Et effectivement, vous devez faire face à des attaques politiques, à des attaques sexistes, à des attaques de tout ordre qui viennent de l'extérieur, qui aussi viennent de votre propre camp. Et le message, c'est aussi de se dire, mais en fait, ces destins-là, ces places-là, elles se conquièrent. Oui, il y a 80 ans, donc les femmes votaient pour la première fois, c'était hier. Ah, c'était hier. Et vous savez, pour les jeunes filles, lorsqu'on leur dit ça, elles sont toujours un petit peu étonnées parce qu'elles se disent, mais comment se fait-il qu'on ait mis aussi longtemps dans la patrie des droits de l'homme pour accorder le droit de vote aux femmes, aussi longtemps pour avoir des femmes élues. Et on voit qu'en 2025, non seulement il y a encore un certain nombre de postes qui n'ont jamais été occupés par des femmes, mais nous ne sommes même pas à la parité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les fonctions de maire, etc. Donc on a encore un peu de chemin à parcourir. Et ce livre, c'est aussi une ode à l'engagement à tous, mais aussi aux femmes, évidemment. Engagez-vous, allez-y, ces postes, vous devez les briguer. Alors, vous êtes cette présidente qui va faire voter l'entrée de l'IVG dans la Constitution, même si vous le dites, hein, vous n'étiez pas forcément, au départ, vous ne sentiez pas forcément la nécessité, mais vous dites devenue féministe d'une certaine façon par les fonctions que vous avez occupées. Ça vous a rendu féministe? Ça m'a rendue féministe parce que je me suis rendu compte que les femmes dans notre société, malheureusement, aujourd'hui, ne pouvaient pas occuper justement leur juste place. Elles n'ont toujours pas la même rémunération que les hommes. Elles n'accèdent pas, on vient de le dire, aux mêmes fonctions, mais aux mêmes fonctions politiques, ni aux mêmes fonctions dans le monde de l'entreprise. Nous n'avons aujourd'hui encore que 4 femmes qui président aux destinées d'entreprises membres du CAC 40. 4 sur 40, un dixième. Le nombre de femmes mères est aussi largement insuffisant. Et puis on se rend compte, quand on travaille sur des sujets tels que la santé, par exemple, que la santé des femmes est un impensé de nos politiques publiques. On parle seulement aujourd'hui de la question de la ménopause, alors que ça touche toutes les femmes de notre pays, donc une personne sur 2. Et on pourrait lister comme ça les sujets à l'infini. Et donc, c'est ça qui me fait rendre féministe. D'une part, parce qu'il y a du sexisme, et donc ça, il faut le dénoncer, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui ne sont toujours pas pensées pour les femmes. Et donc, il faut maintenant œuvrer
pour que ça change. Il y a des pages très émouvantes dans ce livre où vous racontez de manière très personnelle, et vous avez choisi de le dire, que vous avez subi un cancer. Et vous dites que c'est important aussi de le dire. Oui, c'est important de lever le tabou. Dans notre société, malheureusement, vous savez, on veut toujours être parfait, et encore plus quand on exerce une fonction de représentation où on nous voit et on doit être en politique, souvent, on doit être représenté en tout cas comme étant invincible, courageux, fort, etc. Et moi, j'ai voulu déjà montrer que chacun avait sa place dans la société. Donc les personnes qui avaient des maladies, il fallait plutôt les accompagner plutôt que les bannir et que les mettre de côté. Et puis que quand on avait la chance, comme moi, d'avoir pu surmonter cette maladie, eh bien qu'on pouvait exercer les plus hautes fonctions en le disant, et que ça n'était pas une tâche. Bien au contraire, quand on fait de la politique, ça nous rend beaucoup plus humains, beaucoup plus empathiques. Quand vous avez été vous-même victime d'une maladie qui fait tellement peur, le cancer, de pouvoir se dire, voilà, moi je sais ce que c'est, j'ai traversé cette épreuve-là, et donc quand on fait de la politique, ça nous rend encore plus humains. Et je crois que c'est ça aussi qu'attendent les Français de leurs hommes et de leurs femmes politiques. Pas qu'ils soient justement faits de fer et invincibles et insensibles. Au contraire, il faut pouvoir être en communion avec les Français, être en résonance avec le peuple. Et je crois que cette maladie m'a aidée à l'être davantage. Oui, vous faites de la diplomatie parlementaire. Alors, diplomatie féministe aussi. Vous avez organisé la première sommet des assemblées de femmes présidentes. Oui. Et au-delà, vous avez reçu le président Zelensky à l'Assemblée nationale, vous êtes très engagé pour l'Ukraine. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous dites, ça, l'Assemblée, elle peut faire quelque chose, aider à la paix, par exemple, pour l'Ukraine. Bien sûr, l'Assemblée nationale, les assemblées de tous les pays du monde ont un rôle à jouer en diplomatie parce qu'ils portent la voix des peuples, parce qu'ils portent aussi le pluralisme politique. Et nous avons une voix complémentaire à celle de l'exécutif. Ça donne de la force à l'exécutif lorsqu'il peut s'appuyer comme cela sur les représentants du peuple pour mener une politique. Ça lui donne aussi de la force parce que c'est la pluralité politique qui s'exprime. Et puis parfois, on peut faire des choses que l'exécutif ne peut pas faire. On peut dire des choses, on peut aller dans des lieux où l'exécutif ne peut pas aller. Et donc c'est complémentaire. Exactement. Des dissidents. Et là, le président Zelensky, c'est vrai que là, sur l'Ukraine, vous avez été très, très active. Oui, très active. Je me suis rendue en Ukraine à plusieurs reprises. J'ai été à Kiev, j'ai été à Odessa, j'ai été sur le terrain en Ukraine. Je suis très proche de mon homologue, Ruslan Stefanchuk, qui préside formidablement bien la Rada. Et à chaque fois, ils nous le disent, que ce soit le président Zelensky, le président Stefanchuk, ils ont besoin du soutien le plus large. Ils ont besoin aussi de l'adhésion des opinions publiques. Et qui de mieux que la représentation nationale peut emporter cette adhésion des opinions publiques. Et donc, ils ont besoin de nous. Et encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais, à un moment où on sent que la paix est accessible. Et donc, il faut qu'on fasse tous, ensemble, le maximum d'efforts pour y parvenir. Oui. Alors, vous aviez signé un texte avec Gérard Larcher, votre homologue au Sénat, pour demander la libération de Boualem Sansal. Oui. Ça aussi, c'est un combat que vous continuez de mener. Hélas, pour l'instant, rien ne se passe. Écoutez, nous espérons et nous appelons à la libération immédiate de Boualem Sansal. On sait qu'il est malade, qu'il est âgé et donc il a besoin de revenir dans son pays en France. Et donc effectivement, avec Gérard Larcher, mais depuis plusieurs années, nous portons des initiatives communes. Lorsque l'état de droit est menacé, lorsque les valeurs de la République sont menacées, lorsque la liberté d'expression est menacée, nous serons toujours au rendez-vous. Et donc je crois que ce sont deux voix fortes qui ensemble ne s'additionnent pas, finalement se multiplient parce que nous avons, et nous le savons, nous avons de l'impact et les Français attendent cela de nous. Oui, le 7 octobre a été un choc de cette attaque terroriste en Israël, et vous dites qu'effectivement les répercussions encore ici, la lutte contre l'antisémitisme est une réalité. Aurore Bergé, la ministre contre la discrimination, a présenté un rapport qui vise aussi à peut-être mettre en cause ceux qui confondent lutte contre le sionisme et antisémitisme. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a une menace réelle? Alors il y a quelque chose, oui, qui ne va pas. Moi encore, il y a quelques jours, j'étais avec une
amie qui me racontait que sa fille s'était faite cracher dessus dans le métro parce qu'elle avait une petite étoile de David autour du cou. Cela, nos compatriotes le voient, le vivent, le ressentent et ils ont peur. Et ça ne correspond absolument pas à ce qu'est notre pays. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut défendre la France telle qu'elle est, universelle, laïque, dans laquelle tout le monde peut vivre en paix, que l'on soit juif, que l'on soit catholique, que l'on soit musulman, que l'on soit athée. La religion n'a pas à prendre le pas dans notre espace public sur le débat politique. Et malheureusement, effectivement, on voit que certains instrumentalisent ces luttes pour des bénéfices purement électoraux. C'est extrêmement dangereux et c'est surtout pas à la hauteur de notre pays. C'est LFI, parce que Aurore Berger a mis en cause LFI. Mais oui, on peut on peut les mettre en cause. On voit bien qu'ils agissent de façon purement électoraliste. Et c'est triste. C'est triste pour notre pays, parce que notre pays, ça n'est pas ça. Ça n'est pas son histoire et ça n'est surtout pas ce que ressentent ses habitants. Moi, à chaque fois que je me déplace sur le territoire, j'ai fait plus de 60 déplacements depuis que je suis à la présidence de l'Assemblée nationale. Les Français, ils sont révoltés, révulsés contre cette fracturation de la société à laquelle ils assistent et qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne souhaitent pas. Donc à nous, hommes et femmes politiques, de nous battre pour que la France puisse rester fidèle à ses valeurs, à nouveau, de laïcité, d'universalisme, d'accueil aussi et de tolérance. Et c'est cela le combat politique que nous devons mener aujourd'hui. Il y a aussi une explosion des actes anti-musulmans, plus 72% en un an. Il y a le terrible assassinat d'Abou Bakar dans une mosquée à la Grande Combe. Et puis, évidemment, tout ça fait que le climat en France est compliqué aujourd'hui. Mais justement, ne laissons pas faire, ne jetons pas de l'huile sur les braises, faisons en sorte de rappeler à chacun ce qu'est notre pays par l'enseignement de l'histoire, par l'enseignement des valeurs de la République. On voit bien qu'on a besoin de refaire nation et moi je suis convaincue qu'on refera nation aussi par de l'engagement au service des autres. En fait, plus on va être recentré sur soi-même, dans une logique individuelle, plus on va être dans des logiques communautaires, plus on va s'éloigner de ce vivre ensemble, plus on va s'éloigner de ce qu'est notre pays, et il ne faut pas laisser faire cela. Oui, on a eu une manifestation à l'appel notamment de LFI à la suite de cet horrible assassinat. On a l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudé, député, donc qui s'appelle Riti Thibault, qui a appelé à la constitution de milices d'autodéfense. C'est quelque chose qui choque. Alors surtout que cet assistant parlementaire est coutumier du fait. Et moi, je l'ai interdit d'accès à une partie de l'Assemblée nationale parce que clairement, je considère qu'il met en danger la sécurité des parlementaires, des enfants qui visitent les lieux et des membres du gouvernement. Et il n'y a pas plus de cela de 15 jours, il a bravé l'interdiction que je lui avais faite et il est quand même pénétré dans l'Assemblée nationale. Donc on voit qu'il n'a aucune limite, ni verbale, ni physique. Et c'est extrêmement préoccupant. Et moi, en tout cas, je ne le laisserai pas faire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je sais et je salue le fait qu'il y a eu plusieurs dépôts de plainte à son endroit pour justement que ses propos soient poursuivis. Il ne faut pas laisser faire, il ne faut pas laisser passer rien. Oui, on a vu un écho du président de la République, Emmanuel Macron, dans le Parisien, qui se dit inquiet du communautarisme et qui était révulsé justement des propos tenus lors de cette manifestation. Mais justement, parce que le président de la République, comme d'autres, comme moi, comme le président du Sénat, nous sommes garants de l'unité de la nation. Et la nation française ne vient pas regarder ni trier ses enfants en fonction de leur religion ou de leurs convictions. C'est l'inverse de ce que nous sommes. Et on voit bien que certains tentent de le faire, mais à nouveau, par simple vraiment intérêt électoraliste. Et donc, il y a une hypocrisie sans nom à faire cela. Et il faut le dénoncer et il faut surtout le combattre. Oui, un président de la République que vous soutenez toujours. Dans ce livre, vous avez des mots sur Emmanuel Macron. Vous dites ce président qui revendiquait de ne rien laisser au hasard avait joué au dé au moment de la dissolution, encouragé par quelques conseillers officiels ou officieux, au mieux mal intentionnés, au pire qui étaient tout à fait dangereux. C'est quelque chose où vous dites, au fond, il y a quelque chose qui est de la déception là-dedans? Alors moi, je me suis engagée en 2017
pour Emmanuel Macron parce que je croyais dans ce renouveau démocratique, cet appel à la société civile. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est quelque chose qui a été assez extraordinaire sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des formidables réussites dans ce que nous avons fait. Il y a aussi des échecs. Il y a des grandes satisfactions. Il y a aussi des déceptions. Évidemment, il faut garder un esprit critique. Il faut être lucide. Mais en tout cas, moi, ma reconnaissance est infinie au président de la République. Je ne serais jamais devenue présidente de l'Assemblée nationale s'il n'avait pas été là. Je ne sais même pas si j'aurais pu m'engager en politique. La politique était plutôt réservée à quelques-uns, à des professionnels de la politique qui avaient des fiefs électoraux, des baronnies, comme on appelait. En 2017, nous avons réussi à renverser la table à cet égard et je suis le produit de cela. Et donc, j'ai cette reconnaissance-là. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à faire forcer, à pousser l'engagement de la société civile en politique. Nous avons besoin de chacun. Oui. Oui, mais vous dites, et vous avez cette phrase terrible dans le livre, notre démocratie brûle et nous regardons ailleurs, reprenant les propos de Jacques Chirac à une certaine époque. Mais je suis inquiète. Je suis inquiète parce qu'effectivement, certains attaquent les fondements de notre état de droit pour poursuivre des visées électorales. On parle de LFI, mais on pourrait parler d'autres personnalités politiques. Et c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Il faut faire attention, la démocratie, on le voit dans un certain nombre de pays, est fragile. On pensait qu'elle était insubmersible. Ce n'est pas le cas. Et donc, il faut finalement un réveil collectif pour se dire la démocratie et le régime qui permet de protéger chacun, de protéger les minorités, ça n'est pas la loi de la majorité. La démocratie, c'est aussi avoir des règles qui nous sont supérieures parce qu'elles existent depuis des centaines d'années et qu'elles nous ont été données par nos anciens, la déclaration des droits de l'homme, l'égalité, la liberté d'expression, etc. Et donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le travers qui serait finalement pour lutter contre un méfait d'aujourd'hui, sacrifier des principes qui fondent ce qu'est la République française. Mais est-ce que c'est normal qu'une présidente de l'Assemblée nationale reçoive des menaces de mort, et vous le dites, ou des attaques antisémites, et vous en avez encore montré sur Twitter il y a quelques jours? Est-ce que... Non, mais justement, ça n'est pas normal, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'habituer. Ça n'est pas normal que jeudi dernier, lorsque j'étais en signature à Bordeaux pour mon livre, à ma place, que j'ai fait ces signatures avec des officiers de police à ma droite et à ma gauche, au cas où la personne qui m'avait menacée très directement en citant l'horaire et le lieu où je me trouverais serait présente dans la salle et s'en prendrait à moi. Ça n'est pas normal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Vous imaginez, ce serait encore pire si aujourd'hui, en 2025, la présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait pas faire une dédicace dans une librairie parce qu'elle aurait reçu des menaces de mort. Vous imaginez dans quelle société nous serions? Et donc moi, je ne céderai jamais. Oui. La petite fille de Kalman et Rose, la fille de cet enfant né dans un refuge de fortune un soir de décembre 1943, est devenue présidente de l'Assemblée nationale de la République française. Et c'est vrai que dans ce livre, et vous commencez par ces mots, voilà d'où vous venez. Et il y a ce parcours incroyable. Et vous allez travailler avec les Restos du Cœur, vous allez être avocate, mais vous n'oubliez jamais ces moments où les tailleurs, le bruit des outils, la machine à coudre, et comment dire, et aussi la Shoah, et aussi ce qu'avait été la guerre. Mais parce que c'est mon enfance, mon grand-père qui était tailleur, c'est mon grand-père qui est étranger. Là aussi, on parle d'engagement, d'amour de la patrie. Mon grand-père étranger qui s'engage d'abord dans la Légion étrangère en 1939, puis qui rejoindra le Maquis en Haute-Savoie, qui va être médaillé de la Résistance alors qu'il est polonais et qu'il s'est battu pour un pays qui n'était même pas le sien, mais pour lequel il avait déjà un attachement extrêmement puissant. Et effectivement, mon père, il naît dans une ferme en Haute-Savoie pendant la guerre, en plein mois de décembre 1943. Ils sont cachés, ils sont poursuivis parce que juifs. Mon grand-père se bat dans la résistance et mon père naît à cet endroit-là. Et je trouve, et c'est pour ça que je le raconte, pas pour... Évidemment, c'est une jolie histoire, mais ça dit quelque chose de notre pays. C'est ça qui est intéressant, ça dit quelque chose de notre pays, que des personnes ont aimé plus que tout, et ça vaut le coup de se battre pour son pays, et ça vaut le coup aussi de se rappeler que dans notre pays, on peut
avoir le meilleur et que effectivement la petite fille de cet immigré juif polonais qui s'est battu pour la France est devenue présidente de l'Assemblée nationale. C'est une belle histoire, mais j'aimerais tant maintenant en tant que femme politique qu'il y ait tant de belles histoires dans notre pays, de ces parcours républicains qui permettent d'arriver dans des fonctions extrêmement importantes en étant partie de rien. Oui. Ce qui est beau, c'est ce titre, « À ma place ». Et vous avez choisi ce titre pour ce livre. Vous dites au fond, c'est ma place d'être là. Et là où je serai, là où je suis, je me battrai parce que c'est ma place. Oui, parce que je pense que dans notre pays, chacun doit trouver sa place, doit pouvoir s'émanciper, s'épanouir tel qu'il le souhaite et se dire qu'il n'y a pas de place réservée. Il n'y a pas vous savez, parfois on a du mépris de classe. En fait, non, ça, c'est pas possible. Dans notre pays, on est tous égaux et les parcours doivent pouvoir être révélés en fonction des mérites de chacun. C'est ça la promesse républicaine. Et donc nous, maintenant, c'est notre devoir, c'est de la faire vivre. Après, il y a aussi un double sens dans ce titre, où j'essaye d'emmener les Français dans les coulisses de l'Assemblée nationale, parce qu'ils la connaissent mal, cette Assemblée. Les citoyens s'approprient. Voilà, c'est la maison du peuple. Je voudrais qu'ils se la réapproprient. Et donc, je raconte aussi ce que ça fait d'être au Perchoir, comment on vit ces événements extrêmement intenses. Les Français ont l'habitude de les voir devant leur écran de télé. Et là, j'essaye de les emmener à ma place sur le Perchoir pour qu'ils se rendent compte de ce qui s'y passe et de ce qui peut traverser mes pensées lorsqu'il y a du tumulte à l'Assemblée, du désordre, etc. Ouais, mais lorsque vous êtes justement à cette place du Perchoir et que vous voyez ce tumulte, qu'est-ce que vous vous dites à certains moments? Vous vous dites attention quand même. Alors, non, à chaque fois, je me dis... C'est la France que je regarde. Ouais. C'est la France que je regarde. Ils sont tous élus de la nation. Ils ont tous été élus par les Français. Ils ont chacun la même légitimité à être là. Et puis je me dis, la France, moi je regarde la France, mais je sais que la France nous regarde. Et là je me dis, mais c'est pas possible parce que je sais que la France est choquée parfois par des scènes très tumultueuses ou d'agitation. Et ce non-respect de l'institution, ce non-respect des Français à travers des scènes de désordre, évidemment ça m'interpelle et ça me choque aussi, comme les Français. Merci beaucoup. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, était mon invitée pour À ma place, ce livre chez Buchet et Chastel, témoignage à la fois évidemment d'un engagement politique et extrêmement personnel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.